7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. 93.1 Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur la radio. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui souhaite la prendre. Depuis 3 mois et demi, le Togo semble être aux arrêts. Le débat politique aura connu ou pris une autre trajectoire. Plusieurs milliers de Togolais dans la rue expriment leur exaspération, leur ras-le-bol face à la gouvernance de celui qui a remplacé son papa et qui dirige depuis 12 ans maintenant le Togo. Cette grave crise politique sans précédent ne cesse de révéler ses secrets au jour le jour. Au moment où les contacts se nouent ou se prennent pour des discussions politiques volontaristes et sincères pour une sortie de crise, l'opposant historique au régime du général Gnassingbé Yadéman, Jules Christ Olympio, annonce son retrait de la scène politique. Mieux, celui qui aura gouverné depuis 7 ans le pays avec Faure Gnassingbé demande au deuxième de ne pas se représenter en 2020 et de permettre de retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992. Comment analyser cette nouvelle situation? Surtout que la coalition des 14 partis politiques demande aujourd'hui à l'Union des forces du changement de la rejoindre dans la rue pour faire entendre raison à Faure Gnassingbé, maintenant qui sont tous sur la même longueur d'onde. Pour en parler, notre invité ce matin, Antoine Folly, délégué général de l'UDS Togo, membre de la coalition des 14 partis politiques. Antoine Folly, bonjour. Bonjour Eric, bonjour chers amis auditeurs de Taxi FM. Merci d'avoir accepté de travailler avec nous ce matin. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie. Taxi Presse. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous pouvez retrouver chez vos marchands de journaux le quotidien Liberté. Il y a le journal l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs aussi dans les kiosques. Le Messager, Vox Populi, la voix du peuple aussi est dans les kiosques. Le bimensuel économique, économie et développement aussi. L'hebdomadaire des Guardian. Il y a le journal Le Messager, on le disait. Flambeau des démocrates aussi. Il y a la Nouvelle Tribune. Il y a le journal Le Changement. Il y a le journal Chronique de la semaine. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur les sites d'information togolais comme gapola.net, afripresse.info, togomedia24.com ou sur le site de la radio, radiotaxifm.com. Taxi Presse. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Retour en studio avec notre invité, comme dit Antoine Folly, avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour Eric. Rebonjour aux amis auditeurs de Taxi FM. Nous allons revenir tout à l'heure sur le sujet principal, à savoir les prochaines discussions pour la sortie de crise au Togo. Des Togolais par des milliers sont toujours dans la rue chaque semaine pour demander à Faure Gnassingbé le retour à la Constitution 92, le vote de la diaspora, la libération des détenus politiques. Et il y a certains qui commencent par regagner leur domicile, le cas du secrétaire général du parti politique PNP. Mais avant, l'information aussi dans l'actualité, c'est Jules Christ Olympio aussi qui a annoncé il y a 2 jours son retrait de la vie politique. Comment est-ce que vous, Antoine Folly, vous comprenez ce retrait de la vie politique de Jules Christ Olympio aujourd'hui, qui demande aussi à Faure Gnassingbé
de quitter le pouvoir en 2020. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais, je peux dire que je comprends l'état d'âme qui doit être celui de Jésus-Christ Olympio aujourd'hui. Je voudrais d'abord saluer vraiment la prise de position de l'UFC qu'il a annoncée avant-hier. C'est une prise de position courageuse. Et vous savez, on peut penser tout ce qu'on veut de Jésus-Christ Olympio. Il a toujours été et il reste un combattant pour la liberté, la démocratie au Togo. Il y a 10 ans, il a fait des choix que les Togolais n'ont pas, dans une grande majorité, n'ont pas accepté ou n'ont pas compris. Bon, ça, comme il l'a dit lui-même, on laisse le soin à l'histoire de juger des actes que chacun a posés, mais dans l'immédiat, moi, je voudrais vraiment saluer la position qu'il a prise avant-hier. D'abord, de se retirer de la vie politique pour laisser la place à des plus jeunes, tout en restant à leur côté et aux côtés du peuple pour poursuivre la lutte pour laquelle il s'est engagé depuis de longues années. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je retiens de sa déclaration, en réalité, deux choses. La première, c'est un conseil qu'il donne à Faure Gnassingbé, mais qui est aussi un testament politique qu'il laisse. Il demande à Faure Gnassingbé de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2020 et de façon à permettre l'organisation d'élections transparentes, démocratiques, libres, qui lui permettrait à lui, Faure Gnassingbé, de sortir, par la grande porte et rentrer dans l'histoire. Je crois que c'est un bon conseil et c'est aussi un bon testament politique que nous laisse Jésus-Christ Olympio. Alors, maintenant, pour le reste, je peux comprendre que la déception et même l'amertume de Jésus-Christ Olympio, qui aujourd'hui doit avoir le sentiment d'avoir été, comment on dit, roulé dans la farine. Un sentiment aussi qui vous a traversé, vous aussi, entre-temps, parce que au lendemain, il faut le rappeler, pour les plus jeunes ou ceux qui ont oublié qu'au lendemain des élections législatives de 2007, vous avez participé à un gouvernement d'union nationale. Après, vous avez quitté le gouvernement, vous avez rejoint vos camarades dans la rue. Ça veut dire que vous avez été déçu par le pouvoir de Faure Gnassingbé aussi. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que vous comprenez à votre tour, Jésus-Christ Olympio, qui a le sentiment d'avoir été roulé dans la farine. Moi, je comprends parfaitement. Vous savez, au lendemain de l'accord politique global, mon parti fait partie de ceux qui ont, de toute bonne foi, fait le choix de respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'APG, de participer à un gouvernement d'union nationale pour faire avancer les choses. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont fait, tous les partis d'opposition qui, à un moment ou un autre, ont fait le choix de bonne foi et au nom de l'intérêt national d'aider de contribuer à faire avancer le pays, à faire avancer les choses, reviennent toujours déçus. Et chaque fois que un mouvement d'opposition fait ce choix, eh bien, le régime de M. Faure Gnassingbé utilise ce choix comme, un instrument pour dynamiter l'opposition, humilier les opposants, et sans se soucier. Vous l'avez mal ressenti en son temps. Non, bien entendu. Bien entendu, il y a toujours une déception lorsqu'on fait un choix politique de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la nation, et qu'on a en face de soi quelqu'un qui est de très mauvaise foi, quelqu'un qui n'a comme seul souci que de consolider son pouvoir, de se maintenir au pouvoir sans se préoccuper de l'intérêt général, sans se préoccuper de la vie des Togolais,
vous savez, ça fait mal. Ça fait mal parce que nous... Non, en même temps, on ne va pas exagérer. On ne peut pas dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui ne se soucie pas de la vie des Togolais. Ça, c'est vous qui le dites. Non, non, c'est vous qui le dites. Vous savez, moi, en tant qu'acteur politique, et ça, je n'arrête pas de le dire, c'est que les Togolais disent aujourd'hui, oui, il y a des travaux, on a construit un nouvel aéroport, il y a des routes, il y a ceci, cela. Mais Eyadema aussi, en son temps, avait fait des choses. Il avait construit une aciérie, une raffinerie de pétrole, des grands hôtels. Alors, qu'est-ce que tout ça est devenu aujourd'hui? Tout cela a été des éléphants blancs qui ont gonflé l'endettement du Togo. Heureusement que les pays, nos créanciers, à un moment donné, ont eu pitié de notre pays et ont annulé des dettes. Mais aujourd'hui, nous sommes repartis dans un système infernal d'endettement qui fait que le Togo, le Togo est aujourd'hui dans la sous-région le pays le plus endetté par rapport, quand on rapporte le montant de l'endettement au PIB, le Togo, le Togo se situe aux alentours de plus de 80%. Cela veut dire que ce qui se fait aujourd'hui, eh bien demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est-à-dire c'est des dettes que nous aurons à payer sur plusieurs générations. Et c'est, alors, ce qui fait mal, ce qui fait encore plus mal, et que les Togolais ne réalisent pas, c'est que ces réalisations permettent d'abord d'enrichir l'oligarchie qui est au pouvoir, si d'enrichir ceux qui sont la minorité qui est au pouvoir. Oui, ça, si vous voulez, on pourra y revenir. Mais non, on peut revenir avec des exemples concrets. Le cas précis de Gilles Christ Olympio aujourd'hui, qui dit qu'il quitte la scène politique parce que il n'avait pas été bien écouté par Faure Gnassingbé. Il semble donner le sentiment d'avoir été roulé par le président Faure Gnassingbé. Avant lui, vous avez fait la même expérience. Ça veut dire que vous nous conseillerez plus là à d'autres leaders de l'opposition qui, peut-être, on ne sait pas, l'issue du dialogue, qui peut-être va augurer, on va dire, un gouvernement d'union, que des gens participent à quelque gouvernement que ce soit. Non, il ne faut pas poser le problème de cette façon. Vous savez, l'UFC est entré au gouvernement, à gouverner avec le RPT dans le cadre d'un accord. Oui, depuis 2006. 2010. Alors, cet accord, en tout cas, je ne suis pas très habilité à en parler, mais de ce que j'en sais, cet accord comprend bien sûr des réalisations politiques, les réformes, mais aussi des réalisations économiques pour répondre aux préoccupations des jeunes, en particulier la création d'emplois, etc., la lutte contre le chômage, le développement de l'agriculture, etc., etc. Mais moi, je comprends que Gilles Christ Olympio soit aujourd'hui profondément déçu et amer parce que rien, mais alors rien, quand vous reprenez cet accord, rien aujourd'hui dans cet accord, 7 ans après sa signature, n'a été réalisé et qui puisse permettre aujourd'hui à notre doyen Gilles Christ Olympio de dire aux Togolais, oui, j'ai fait ce choix en votre nom, j'ai fait ce choix pour vous, j'ai fait ce choix dans votre intérêt, regardez les résultats que ça a. Aujourd'hui, il n'a aucun résultat à présenter aux Togolais. Et c'est ça qui doit expliquer son amertume. Donc c'est une triste sortie de Gilles Christ Olympio de la scène. Non, disons que... Non, mais c'est une sortie réaliste. Elle n'est pas... Non, c'est à l'histoire de nous dire le moment venu. En quoi c'est réaliste? Non, c'est réaliste parce que, vous savez, moi je ne le vois pas continuer continuer à se faire rouler comme ça indéfiniment dans la farine. Parce que Gilles Christ Olympio, qu'on le veuille ou non, c'est quand même celui qui a symbolisé pendant de longues années le combat politique au Togo contre l'oppression, contre la dictature. En même temps, on ne demande pas aux leaders de symboliser une lutte. On demande des résultats. Bien Gilles sûr. Christ a commencé une lutte. Est-ce que la finalité a été atteinte? La finalité n'a pas été atteinte, bien entendu. Sinon, il n'aurait pas fait la déclaration qu'il a faite.
Mais en 2010, il a fait un choix, mais je dis encore de bonne foi, en pensant que ce choix permettrait de parvenir aux objectifs de démocratie, aux objectifs de développement pour lesquels il a lutté depuis qu'il est entré dans la vie politique. Bon, pendant 7 ans, on est en 2017, oui, pendant plus de 7 ans, il y a cru. Et pendant 7 ans, il s'est trouvé en face d'un partenaire qui, lui, n'avait pas, alors là, absolument pas, la volonté de travailler pour le Togo, de travailler pour sortir le Togo de cette situation, mais un partenaire qui, au contraire, travaillait tout simplement pour consolider son pouvoir, pour continuer à rester au pouvoir. L'obsession de la conservation du pouvoir, ça a été le seul leitmotiv ça a toujours été le seul leitmotiv. Et ça, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Aujourd'hui, au niveau de la coalition, vous voulez surfer sur cette colère de Gilles-Christ Olympio qui vous appelait à l'union, en l'invitant finalement, lui et son parti, à vous rejoindre dans la rue. Est-ce que c'est pas malsain? Non, on ne surfe pas sur non. On n'a pas attendu la déclaration de Gilles-Christ Olympio pour commencer le combat, pour commencer les manifestations. Ces manifestations durent depuis 4 mois. Nous disons aujourd'hui, c'est vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je savais qu'à un moment ou un autre, l'UFC allait arriver à ce constat. Aujourd'hui, comme je dis, mieux vaut tard que jamais, on ne peut que se féliciter que Gilles-Christ Olympio et l'UFC parviennent à ce constat que d'autres ont fait bien longtemps avant eux. Alors, à partir du moment où Gilles-Christ Olympio dit aujourd'hui qu'il faut revenir aux fondamentaux de la Constitution de 92, nous ne disons pas autre chose. Il dit à Faure Gnassingbé de ne pas de quitter le pouvoir en réalité, puisqu'il lui demande de ne plus être candidat. Donc, c'est une façon polie de lui dire de quitter le pouvoir. Nous ne disons pas nous ne disons pas autre chose. Bon, à partir de ce moment-là, nous disons à Gilles-Christ Olympio et à l'UFC, allez plus loin dans votre analyse, allez plus loin dans votre constat. Venez nous rejoindre dans la rue. Ça veut dire qu'au niveau de l'opposition, vous pardonnez à Gilles-Christ Olympio par rapport à tout ce qu'il a fait. On rappelle qu'en 2010, lorsque Gilles-Christ Olympio et son parti signaient l'accord de gouvernement avec Faure Gnassingbé, ça a été pris comme une trahison terrible au niveau de l'opposition. Alors si vous pardonnez à Gilles-Christ Olympio et vous l'invitez à vous rejoindre dans la rue, lui et son parti politique, pour marcher et faire entendre raison à Faure Gnassingbé, êtes-vous sûr que ceux qui vous accompagnent depuis presque 4 mois dans la rue accepteront Gilles-Christ Olympio? Écoutez, d'abord, quand vous dites on pardonne à Gilles-Christ Olympio, ce n'est pas à nous de pardonner. Nous sommes détenteurs d'aucune habilitation au pardon. Le seul juge dans un combat politique, c'est le peuple. Aujourd'hui, il y a une situation qui s'est créée. Quand vous l'évitez à venir, ça veut dire que vous faites table rase sur tout ce qui s'est passé. Absolument pas. Absolument pas. Le moment venu, c'est au peuple qu'il appartiendra de donner raison, de pardonner ou de faire... Ce n'est pas à nous, responsables politiques, de le faire. Nous constatons tout simplement que Gilles-Christ Olympio, aujourd'hui, a pris des positions politiques fortes qui rejoignent celles que nous défendons et pour lesquelles les Togolais sont descendus dans la rue. Vous savez, le combat aujourd'hui, ce n'est plus entre les 14 partis politiques et le régime. Le combat, c'est entre une large majorité du peuple togolais et un régime dont les Togolais ne veulent plus. Donc, Gilles-Christ Olympio et les militants de son parti sont des Togolais, restent des Togolais. C'est pour cela que nous disons, allez plus loin dans votre analyse, allez plus loin dans votre position, rejoignez-nous dans la rue pour porter les revendications du peuple. Mais le moment venu, c'est aux Togolais qu'il appartiendra de juger
des actes de chacun. Mais on n'a pas à pardonner. Nous, on a à constater, à nous féliciter de cette position et à dire, eh bien, rejoignez-nous dans la rue. C'est tout. La rue gronde de nouveau cette semaine. Depuis hier, on a vu des milliers de Togolais encore dans les rues du pays, pas Calomé. Aujourd'hui, vous avez encore appelé les Togolais à descendre dans la rue pour les mêmes revendications. Samedi, pareil. Demain, vendredi, vous ferez une pause. Cette pause, c'est pour qui? C'est pour les militants de Tikbi Kedam, des musulmans qui prient, qui constituent la grosse majorité de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est pour ça? Non. On fait la part belle à Tikbi Kedam. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Il ne faut pas poser le problème de cette façon. C'est vrai que nous n'avons jamais manifesté les dimanches. Vous êtes d'accord? On n'a jamais fait de manifestation le dimanche. Oui, parce que vous n'avez jamais programmé manifester dimanche. Non, mais c'est parce qu'il y a une raison. Le dimanche, c'est grosso modo le jour de messe, de culte pour les chrétiens. Vendredi, c'est le jour d'adoration de Dieu pour nos compatriotes musulmans. Bon, voilà. Donc, de la même façon que nous n'avons pas pensé qu'il soit opportun d'organiser des manifestations le dimanche, jour du Seigneur, eh bien, nous avons pris en compte le fait que la plupart de nos compatriotes musulmans, la plupart de nos compatriotes musulmans, vendredi, c'est leur journée sainte de la semaine. Donc, on en a tenu compte tout simplement. De la même façon qu'on tient compte du dimanche. C'est simple comme ça. Pardon? C'est simple comme cela. C'est aussi simple comme ça. Maintenant, si vous posez le problème en termes de la Tchadam, moi, je dirais tout simplement que tous les musulmans du Togo ne sont pas des militants du PNP. Il y a des musulmans à l'UDS, il y en a à l'ANC, il y en a au CAR, il y en a à la CDP, etc. Dans tous les 14 partis, il y a des musulmans. Bon, donc, ce n'est pas... les musulmans ne sont pas au PNP. Et au PNP, il y a aussi des non-musulmans. Bien sûr, que vous on en connaît certains. Oui, voilà, il y en a beaucoup même. Qui sont au PNP, qui ne sont pas musulmans, bien voilà. entendu. Revenons maintenant à la coalition. Est-ce que vous êtes solide ou c'est un géant au pied d'argile? Je veux dire, est-ce qu'il y a la sérénité, sincèrement, aujourd'hui? Peut-être qu'on est longtemps, vous ne pouvez pas le dire, mais est-ce qu'il y a la sérénité au sein de ce regroupement de partis politiques? Vous savez, moi, vous me connaissez, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai connu des coalitions depuis que je suis entré dans la vie politique et j'ai participé à toutes les coalitions qu'il y a eu jusqu'à présent. Alors, vous savez, aujourd'hui, bien entendu, la coalition des 14 partis politiques, en réalité, c'est des partis politiques, ce n'est pas des individus. Donc, grosso modo, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, il n'y a aucun problème. Par rapport à notre plateforme, nous avons une plateforme revendicative en 4 points que vous avez rappelé tout à l'heure. Cette plateforme a été adoptée à l'unanimité. Nous avons un mémorandum qui est une position politique sur la situation du Togo. Ce mémorandum a été adopté à l'unanimité. Donc, sur ces deux fondements de notre union actuelle, je puis vous dire, alors la main sur le cœur, qu'il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, nous sommes des partis politiques. Bon, lorsque il y a des discussions sur tel ou tel sujet, bon, il peut y avoir des avis divergents, etc. Mais on parvient toujours à une position consensuelle que chacun défend. Et je voudrais vous mettre au défi, en tant que journaliste, de me citer un seul cas, ou de me donner un seul exemple d'une position politique sur laquelle il y a eu divergence au sein de la coalition. Il n'y en a pas.
Oui, mais en même temps, on observe certains faits et gestes. Nous avons récemment écouté votre chargé à la communication, qui est membre de l'Alliance nationale de changement. Il a tenu certains propos sur des médias qui démontrent à suffisance que la barque n'est pas aussi sereine comme on le pense. Non, vous savez... On nous a dit qu'il y aura manifestation samedi dernier. On s'est rendu compte qu'on l'a annulé parce qu'une seule personne a vite fait de le dire, alors que ça n'a pas encore été entériné. Est-ce que ce ne sont pas des petits éléments qui renseignent quand même ce qui se passe à l'intérieur? Non. Vous savez, moi, je voudrais rassurer les Togolais. Vous savez, la vie politique, même à l'intérieur d'un même parti politique, il y a des problèmes, il y a des divergences de point de vue sur tel ou tel sujet. Même à l'intérieur de nos partis politiques, ça existe. Prenez n'importe quel parti politique, en dehors du RPT. Non, RPT n'existe plus, c'est unique qui est là maintenant. Non, mais vous savez, pour nous, c'est la même chose. C'est que la coquille qui a changé. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de RPT unir. Parce que dans l'esprit des Togolais, c'est la même chose. Il n'y a rien à changer. Alors, dans nos partis politiques, qui sont des partis démocratiques, bon, il y a toujours des débats. Et les débats, bon, c'est vrai, ça peut faire apparaître parfois quelques divergences, mais ce n'est pas des divergences fondamentales. Ce n'est pas des divergences qui mettent en jeu la vie ou la survie du parti. De la même façon, je peux vous dire que les petites histoires, les petites anecdotes que vous racontez, j'appelle ça des anecdotes. Ces anecdotes ne remettent pas en cause la vie, la solidité, la cohésion de la coalition. Il peut y avoir des petites choses, des petits états d'âme, mais bon, on reste des êtres humains. D'accord, très bien. En tout cas, on vous observe de près. On est en train de lire les faits et gestes des uns et des autres. Continuez à nous observer. Et on rendra compte à l'opinion. Tout à fait. Alors, au niveau de la coalition, on a remarqué que ces derniers jours, les choses bougent sérieusement. Il y a certains parmi vous qui voyagent beaucoup, et vraiment beaucoup, entre Accra, Bénin, certains on les a entendus aussi au Bénin, Conakry et Paris. Il y a beaucoup de choses qui se disent. États-Unis également, on nous a renseigné que ce sont des contacts qui se prennent pour les prochaines discussions politiques, pour une sortie de crise. Alors, ce que nous retenons pour ce débat, c'est cette émission qui s'est rendue à Paris, auprès de Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, Jean-Pierre Fabre d'abord, Brigitte Adjambo-Johnson et on va dire Tikpi Atadama ensuite. Et depuis lors, personne ne communique là-dessus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Paris? De quoi est-ce qu'ils ont vraiment discuté? Il y a un communiqué laconique qui a été sorti qui ne renseigne pas du tout sur ce qui s'est passé. Et depuis, les trois leaders aussi ont observé l'omerta. Alors, on a la chance de vous avoir ce matin en studio. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Si vous pouvez avoir l'honnêteté intellectuelle de nous dire ce qui s'est passé. Non, mais vous savez, quand nos amis, la délégation de 3 personnes qui est allée à Paris à la demande, à l'invitation du président Alpha Condé, qui est président en exercice de l'Union africaine, donc ils y sont allés la semaine dernière. Oui. Voilà, la semaine dernière. Et ils sont tous rentrés dimanche soir. Il y a certains qui sont rentrés samedi et d'autres dimanche. Et Jean-Pierre Fabre dimanche soir. Bon. Il était normal qu'il n'y ait pas trop de communication là-dessus, dans la mesure où c'est une délégation qui est partie en mission. Donc, quand cette délégation est revenue, il fallait attendre qu'elle rende compte d'abord à ses mandants, c'est-à-dire à la coalition, ce qui a été fait lundi, mardi. Bon. Ensuite, le mercredi, c'est-à-dire hier, nous avons rendu compte à la population. Peut-être que vous n'y étiez pas, mais nous avons fait une déclaration hier, dans laquelle, une déclaration sous forme de compte rendu à la population de cette mission. Alors, grosso modo,
ce que nous avons dit, c'est que le président, vous savez, le Togo, il n'existe plus au monde un pays qui soit isolé tout seul. Vous voyez, le Togo fait partie de plusieurs chaînes. Il y a la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'UEMOA, le Conseil de l'entente, etc., etc. Donc, le Togo est un maillon de plusieurs chaînes. Alors, vous savez, quand un maillon s'affaiblit au sein d'une chaîne, c'est toute la chaîne qui devient défaillante. Oui, vous voulez dire que le Togo est une préoccupation donc, pour les autres pays de la sous-région. Donc, quand ça va mal au Togo, il est normal que ça préoccupe les autres chaînes dont le Togo fait partie en tant que maillon. C'est le cas de l'Union africaine. Et le président Alpha Condé, qui est président en exercice de l'Union africaine, a invité les leaders de l'opposition à venir lui expliquer la situation qui se passe au Togo. Bien entendu, il avait déjà rencontré à 2 reprises, je crois, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, qui a donné sa version des faits. Donc, il était normal qu'il s'entretienne avec l'opposition pour connaître aussi la version de l'opposition. Et d'entrée de jeu, le président Alpha Condé a dit que tout le monde était préoccupé, que ce soit au niveau de la sous-région ou de l'Union africaine, tout le monde était préoccupé par ce qui se passe au Togo et tout le monde veut s'impliquer pour que on y trouve des solutions durables le plus rapidement possible. Mais, et que il n'y a que par le dialogue que l'on peut arriver à sortir de cette crise. Maintenant, lui, il voudrait contribuer à créer les conditions pour un dialogue serein entre les partis en crise au Togo, c'est-à-dire le régime de M. Faure Gnassingbé et la coalition des 14 partis politiques. Et il voulait savoir quelles étaient, de notre point de vue, les dispositions ou les mesures qu'il fallait prendre pour que ces discussions se passent dans de bonnes conditions et aboutissent à une sortie de crise. Et donc, c'est sa préoccupation. Donc, la délégation n'est pas allée à Paris pour commencer des discussions par personne interposée, non. Le président Alpha Condé voulait connaître, de notre point de vue, quelles étaient les mesures, les dispositions à prendre pour... Ce ne sont pas des préalables, mais ce sont des mesures dont la mise en œuvre permettrait un déroulement plus serein des discussions. Et donc la délégation lui a fait part de nos préoccupations en 5 points. Alors le premier, c'est la libération de toutes les personnes actuellement détenues, que ce soit dans le cadre des manifestations depuis le mois d'août ou dans le cadre de l'affaire, de la nébuleuse affaire imaginaire, j'allais dire, de l'imaginaire affaire des incendies où des gens sont emprisonnés depuis 5 ans dans une affaire qui n'a ni tête ni queue, où tout le monde se rend compte aujourd'hui que ça a été une machination pour discréditer l'opposition. Et donc, il faut mettre fin à cette comédie en libérant purement et simplement les personnes encore détenues. Est-ce que les 42 personnes dont le gouvernement a fait cas récemment, toutes ces personnes ont été libérées aujourd'hui? En principe, oui. Nous n'avons pas de cas de personnes dont la libération avait été annoncée mais qui ne soient pas libérées. Voilà. Donc, en principe, les 42 personnes ont été libérées. Parce qu'on n'a pas appris la libération des 2 imams. Non, ils ne faisaient pas partie des 42. D'accord. Voilà. D'ailleurs, la libération des imams fait partie aussi des points évoqués avec Alpha Condé. Des points évoqués avec Alpha Condé.
vous savez que depuis quelque temps, trois préfectures de notre pays, Tchaoudjo, Assoli et Oti, sont quasiment en état de siège. Donc, et que toutes les manifestations politiques sont interdites dans ces préfectures. Donc, nous demandons que cet état de siège soit levé pour permettre à tous les partis politiques, pas seulement RPT Unir, à tous les partis politiques de pouvoir se déployer dans ces zones comme sur toutes les autres parties du territoire. Et dans ce cadre, nous demandons tout simplement que l'armée rejoigne les casernes. On n'est pas en guerre. Le Togo n'est pas un pays en guerre. Ce point que beaucoup ont qualifié de préalable ont été pris en compte par Alpha Condé. Non. D'abord, ce n'est pas Alpha Condé de les prendre en compte. Il les recueille. Il demande à son jeune frère d'en tenir compte. Non, le président Alpha Condé voulait comprendre et voulait connaître, de notre point de vue, les mesures que nous souhaitions pour que les discussions se passent dans un environnement plus serein. Bon, voilà. Mais ce ne sont pas... Attention, ce sont des mesures d'apaisement. Ce ne sont pas des préalables. Nous ne les avons pas posés en tant que préalables. Nous pensons que le régime aura l'intelligence de comprendre que même si on ne les appelle pas des préalables, bon, elles y ressemblent. Ce sont quand même des préalables. Non, elles y ressemblent, même si on ne les appelle pas des préalables. Parce que, voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que cette crise n'oppose pas les partis politiques au régime. C'est le peuple qui est opposé au régime. Et nous allons négocier au nom d'une large majorité de cette population. Nous avons besoin de conserver la confiance de cette population. Et les populations ne comprendraient pas que nous allions nous asseoir devant des gens qui continuent de pourchasser leurs enfants, qui continuent d'empêcher la tenue des marchés par des déploiements de militaires, qui continuent de sillonner des villes pour chasser des gens qui sont obligés d'aller dormir dans la brousse ou de partir en exil au Ghana ou au Bénin. Non, les populations ne comprendraient pas. Dans l'intérêt du Togo et pour faciliter, pour permettre que cette discussion aboutisse à une réelle sortie de crise, et que nous avons besoin de soutien des populations. Et le soutien des populations passe aussi par des mesures d'apaisement qui ramèneraient un minimum de confiance. Alors, tout à l'heure, vous parlez de mesures d'apaisement. Certains qualifient ces points comme des préalables. Après discussion entre le président guinéen Alpha Condé et la délégation de la coalition à Paris, on a vu la conférence de presse conjointe d'Alpha Condé et d'Emmanuel Macron qui a, sur la question du Togo, demandé à l'opposition d'aller au dialogue sans préalable. Non, mais... Et Emmanuel Macron, on l'a encore suivi hier à Abidjan. Il a encore pris la parole dans le cas du Togo. C'est presque la même chose. Non, mais vous savez, on dit souvent que c'est celui qui a la plaie qui sent la douleur. Vous voyez? Donc, vous voulez dire qu'il n'est pas suffisamment au courant de ce qui se passe au Togo ici? Non, le président Alpha Condé, lorsque la délégation lui a parlé, a compris. Il a compris. Lui-même a été opposant pendant de longues années. Oui, mais la presse togolaise nous renseigne qu'Alpha Condé, c'est l'ami personnel de Faure Gnassingbé, qui sont très amis. Vous savez, la presse dit beaucoup de choses. Hein. Qu'ils ne sont pas vrais? Non, moi, je ne suis pas dans l'intimité de M. Faure Gnassingbé. Hein. Je ne connais pas ses amis. Je ne connais pas ses amis. Vous avez été un de ses proches? Je n'ai pas été un de ses intimes. Vous l'avez servi en 2007? Oui, mais bien sûr, j'ai été ministre dans son gouvernement, mais je n'ai pas été son intime. Donc, je ne peux pas vous dire qui sont ses amis. Pour moi, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est un adversaire politique. Il a toujours été, d'ailleurs. Donc, c'est tout. Donc, je n'ai pas à vous dire qui sont ses amis. Non, nous avons répondu aux
nous avons répondu aux préoccupations du président Alpha Condé, à qui nous avons dit nos préoccupations. Bon, maintenant, on a appris qu'il a envoyé un ministre d'État auprès de notre président pour lui faire part des résultats de ces entretiens. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est, visiblement, enfin, de toute évidence, ils doivent se retrouver là ils ont dû se retrouver depuis hier à Abidjan, dans le cadre du sommet Union africaine, Union européenne. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, je n'en sais rien. Voilà. Et la sortie d'Emmanuel Macron à Abidjan hier, vous l'avez suivi? Je l'ai suivi. Oui. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Non, vous savez, que voulez-vous qu'ils disent plus que ça? Vous savez, moi, je dis que on ne demandera pas à Emmanuel Macron de venir régler le problème du Togo. C'est d'abord aux Togolais de régler leurs problèmes. Vous savez, hier dans la déclaration... Mais cela contraste un petit peu avec ce que Tikpi a dit entre-temps sur RFI, en faisant appel justement à Emmanuel Macron, le président français, non, on peut faire... à la communauté internationale d'une façon large. Bien sûr, la communauté internationale nous soutient dans notre cause. La déclaration de Hatchadam a été un appel à la communauté internationale pour qu'elle nous soutienne dans les causes que nous défendons, parce que ce sont des causes justes. Ces causes correspondent aux valeurs que la communauté internationale elle-même continue de prôner, la démocratie, la justice, le développement, bon, etc. Donc, ça, toutes ces valeurs, la communauté internationale les soutient. Donc, il est normal que nous lancions un appel à la communauté internationale pour qu'elle nous soutienne. Mais pour le problème togolais, c'est d'abord aux Togolais de prendre en main leur destin. Et c'est ce que nous faisons depuis le début du mois d'août. Et c'est aux Togolais de dire, de se mettre, de se mobiliser pour dire non à l'injustice, à ce qui leur paraît être une injustice, pour dire non à ce qui leur paraît être une oppression, pour dire non tout simplement à la dictature qui retarde le développement du pays. Donc ça, on ne demandera pas à Macron de venir le faire pour nous. C'est d'abord aux Togolais de se mobiliser et de dire ce sur quoi ils sont d'accord et ce sur quoi ils ne le sont pas. Et c'est ce que nous faisons dans la rue depuis et ce régime finira par céder. Céder, ça veut dire quoi? Non, partir, parce qu'entre-temps, vous avez mué vos revendications au départ de Faure Gnassingbé. On va revenir sur la question précise du départ de Faure Gnassingbé, puisque Gilles Christ Olympion l'évoquait tout à l'heure, l'a aussi demandé qu'il quitte le pouvoir ou qu'il ne se représente plus en 2020. Ça veut dire qu'il doit quitter le pouvoir. Mais il y a un sujet qui semble polluer à peu près l'atmosphère de vos militants, de ceux-là qui vous suivent dans la rue et même de la diaspora qui vous finance. C'est vrai qu'elle vous finance, la diaspora? Non, la diaspora contribue financièrement à nos mouvements. Alors aujourd'hui, elle a le sentiment que vous n'êtes pas suffisamment clair sur ce qui s'est passé à Paris. Qui est-ce qui a payé les billets d'avion pour les 3 leaders pour aller rejoindre Alpha Condé à Paris? Parce que certains estiment que les leaders de la coalition ont été piégés à Paris. Non, absolument pas. Absolument. Vous avez lu la lettre du continent? Non, mais c'est du n'importe quoi, cet article de la lettre du continent. C'est vraiment c'est un journaliste qui a certainement écrit ça, soit qu'il est incompétent, il ne s'est pas donné la peine d'aller chercher l'information, ou alors il était en service commandé. À mon avis, c'était ça. Personne n'a pris au sérieux ce torchon. Voyez-vous? J'appelle ça un torchon. C'est du n'importe quoi. Oui, mais parce vous dites que c'est du n'importe quoi, c'est du torchon, mais en même temps, vous n'apportez pas des éléments réels. Non, vous savez... Pour soutenir ça. Vous savez, des éléments réels. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Par exemple, les billets d'avion. Oui. Les billets d'avion ont été émis par
la République de Guinée. Les frais la prise en charge de ce déplacement, le déplacement de la délégation, a été assuré intégralement par la République de Guinée. Quel est l'intérêt de la Guinée à dépenser autant d'argent pour le Togo? Non, mais leur président est quand même président en exercice de l'Union africaine. Et quand on est président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine, ben, cela entraîne j'allais dire bien sûr, des droits, mais quelques devoirs, et quelques devoirs qui ont des coûts. Quand le président Alpha Condé se déplace dans le cadre, en tant que président en exercice de l'Union africaine, vous croyez qu'il ne dépense pas de l'argent? Il dépense de l'argent. Donc, ça fait partie des coûts de la fonction, liés à la fonction de président en exercice de l'Union africaine. Maintenant, je ne sais pas si c'est la Guinée qui a financé ou si c'est l'Union africaine, mais toujours est-il que... Ou encore si c'est la République du Togo qui a financé. Non, ça je peux vous dire non. Quel intérêt la République du Togo aurait à financer ça? Vous me posiez la question tout à l'heure. Quel intérêt la République du Togo aurait à financer le déplacement? Aucun. Aucun. Bien au contraire. Si ces voyages pouvaient ne pas se faire, le régime togolais en serait content. Donc, je dis que cet article est un torchon, c'est du n'importe quoi, tout simplement parce que, quand vous le dites, mais, personne ne voit l'intérêt que M. Faure Gnassingbé aurait à financer le voyage des opposants. Des gens qui ne voyagent pas pour l'arranger, mais au contraire pour le déranger. Ça n'a aucun sens. On est en politique. Hein. Mais, oui, mais même en politique. On est en politique. Non, même en politique, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Même en politique, écrire ça n'a aucun sens. Même en politique, ce que la lettre du continent a écrit n'a aucun sens. Donc, nous avons déclaré hier aux populations que c'est la République de Guinée qui a pris en charge intégralement le déplacement de la délégation. On nous a dit que le régime ici serait intervenu pour les visas et tout ça. Là aussi, c'est des contre-vérités manifestes. Jean-Pierre dispose de 4 ans de visa dans son passeport. Brigitte, à peu près pareil. Le seul qui a eu à faire un visa au départ de Lomé, c'est Achadam. Et c'est l'ambassadeur de Guinée au Togo, avec résidence à Accra, qui est venu personnellement à Lomé s'occuper du visa de Achadam. Donc, mais lui, il serait parti d'Accra, Tikpi Achadam. Oui, mais on peut partir d'où on veut. On peut, s'il n'y a pas de place à Lomé, enfin au départ de Lomé, on peut partir d'Accra. Moi, ça m'arrive souvent. Quand vous êtes obligé de voyager urgemment et que vous n'avez pas de place au départ de Lomé, vous faites quoi? Il est déjà de retour à Tikpi, à Lomé? Selon plusieurs informations, il n'est pas encore à Lomé. Il est toujours à Paris? Écoutez, moi, attendez, non. Tikpi Achadam est rentré. Moi, je n'ai pas l'agenda de Tikpi Achadam, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est rentré. D'accord. Ça, c'est une grosse parenthèse qu'on a, on a ouvert et donc on la ferme très, très rapidement. Pour revenir sur les discussions politiques en vue, c'est vrai que vous appelez toujours vos militants, les populations à être dans la rue à vos côtés pour crier haro sur le régime de Faure Gnassingbé et pour l'amener à entendre raison finalement. Mais tout à l'heure, vous avez listé certains points qui, pour certains, constituent des préalables pour aller discuter avec le régime. Gilbert Bawara, sur nos antennes, a dit que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'entend pas discuter sous pression. Alors, quand vous évoquez ces points,
quand vous êtes toujours dans la rue, au moment où des contacts se prennent pour aller aux discussions, est-ce que vous ne pensez pas que tout cela peut bloquer le démarrage effectif des discussions politiques? Non, pourquoi? Non. Je ne vois pas pourquoi ça bloquerait. Parce que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais nous sommes convaincus d'être dans notre bon droit. Les revendications que nous portons sont des revendications légitimes. Regardez dans toute la sous-région. Faure Gnassingbé est, je crois, certainement le plus jeune des présidents de la sous-région en âge. Mais il est celui qui a aujourd'hui, dans notre sous-région, la plus longue durée de vie au pouvoir. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Bon, ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Donc, ça veut dire que quand il est arrivé, ceux qui étaient déjà au pouvoir lorsqu'il arrivait sont déjà partis. Et pendant qu'il y est, il y en a qui sont venus et qui sont partis. Et lui, il est toujours là. Vous savez, il y a aujourd'hui au Togo, que ce soit dans la sous-région ou même dans le monde entier, des gens considèrent le Togo comme une anomalie. Et moi, vous savez, je ne lis même pas ça à la personne de Faure Gnassingbé. Il n'est pas normal que la même famille, dans une république, reste au pouvoir pendant plus de 50 ans. Les Togolais n'acceptent plus ça. Et aujourd'hui, où que vous alliez, les gens vous disent, vous avez raison, cela n'est pas normal. Bon, donc... Mais ça, vous savez autant que nous que c'est dans les urnes que ça se passe. Non, vous savez, au Togo, le bulletin de vote n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème électoral que nous voulons régler. Ce n'est pas un problème juridique que nous voulons régler. C'est un problème politique. Monsieur Gnassingbé et Yadema est resté au pouvoir 38 ans. Oui. Son fils lui a succédé, pas de façon démocratique. Parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui n'arrêtent pas de nous parler des urnes, ils oublient que Faure Gnassingbé n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes. Oui, mais Faure Gnassingbé, il y a eu les officiers, oui, ça c'est passé. Après, on est allé aux élections. Ouais, mais bon, on a demandé de voter. Non, attendez, si on rentre dans ce détail-là, on va y rester plusieurs heures. Des élections qu'il a perdues. Tout le monde est d'accord, y compris lui-même certainement, que les élections en 2005, il ne les a jamais gagnées. Bon. Voilà. Donc, c'est vous qui le dites. Non, moi je l'assume. Il ne les a jamais gagnés. Qui viennent me démontrer qu'il a gagné, et moi je lui démontrerai qu'il ne les a jamais gagnés. Donc, que ces gens-là ne viennent pas nous donner des leçons de démocratie. La manière dont ils sont arrivés au pouvoir ne les habilite pas à continuer à nous parler d'élections, de ceci, de cela, alors qu'ils ont bloqué toutes les institutions et font qu'aujourd'hui au Togo, ce n'est pas celui qui gagne dans les urnes qui est déclaré vainqueur sur les papiers. Donc, qu'ils arrêtent de nous parler de démocratie, des urnes, etc., etc. D'autres peuvent en parler, mais pas eux. Alors, donc, aujourd'hui, c'est un problème politique qui se pose. Les Togolais ont connu la même famille pendant 50 ans, plus de 50 ans. Nous sommes en République. Nous ne sommes pas dans un royaume où l'exercice du pouvoir est dynastique. Bon, donc les Togolais n'acceptent plus ça. Donc ce n'est même pas un problème d'élection. Ce n'est même plus... Aujourd'hui, les Togolais disent, on en a assez de la famille Gnassingbé, on en a assez de cette oligarchie. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, tout ça, pour régler ça, les deux parties ont accepté de discuter. Alors, maintenant, vous posez encore des conditions pour aller discuter. Non, nous ne posons pas des conditions pour aller discuter. Nous supposons que les gens qui sont en face de nous sont des gens, reconnaissent aujourd'hui la gravité de la situation et que ils sont, bon, peut-être que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont aujourd'hui
une meilleure volonté de discuter. On suppose. Donc, mais nous disons que par rapport au contexte, il faudrait prendre un certain nombre de mesures d'apaisement pour que ces discussions se passent sereinement dans l'intérêt du Togo. Bon, nous comptons sur leur intelligence, nous comptons sur leur bonne foi pour comprendre que ce ne sont pas des préalables, ce sont des mesures d'apaisement. C'est à eux de juger en leur conscience de ces demandes pour voir si elles sont ou non légitimes. Alors aujourd'hui, voilà. Est-ce que vos 5 points-là ont été pris en compte par Faure Gnassingbé? Parce que cette semaine, après une visite dans le Septentrion, Faure Gnassingbé a annoncé, ou le gouvernement togolais a communiqué que les forces de défense qui sont déployées dans ces zones ont replié. Non, mais, vous avez fait le compte? Tout non. Est bon? Non. Nous avons appris hier la libération du docteur Sama, qui est le secrétaire général PNP? Du PNP. Bon, il y a des mesures qui ont été annoncées. Bon, certaines commencent à entrer en application. Bon, on en prend acte, on s'en félicite. Mais nous demandons au gouvernement d'aller plus loin en tenant compte de nos demandes. Maintenant, nous n'en faisons pas des préalables. Nous n'en avons jamais fait des préalables. Nous faisons tout simplement confiance à leur esprit patriotique, à leur souci de faire en sorte que ces discussions se passent dans de bonnes conditions. On va en reparler tout à l'heure. Après cette pause de publicité, on se retrouve pour la seconde partie de Taxi Presse. Notre invité, je rappelle, ce matin, c'est l'ancien ministre Antoine Folly, délégué général de l'UDS Togo, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Toujours une longueur d'avance, Taxi FM. Retour en studio, deuxième partie de Taxi Presse avec notre invité Antoine Folly, délégué général de l'UDS Togo, membre de la coalition des 14 partis politiques. On évoquait avant la pause la discussion ou les prochaines discussions politiques. Antoine Folly, est-ce que déjà vous avez une idée de ce que vous allez discuter avec le gouvernement de Faure Gnassingbé? Bon, vous savez, dans cette discussion, nous avons proposé qu'il y ait un comité préparatoire. Un comité préparatoire composé de représentants de la coalition et de représentants du régime. Pour essayer de mettre en place, de définir le cadre des discussions, c'est-à-dire l'agenda, l'ordre du jour, les points à discuter, etc. Bon, donc, nous, de notre côté, nous sommes prêts. Nous avons préparé, nous avons une délégation qui est prête. Nous avons préparé les points que la délégation ira débattre avec le régime. Bon, donc, c'est à l'issue de ces travaux préparatoires que, de commun accord, nous définirons les points de discussion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce stade, c'est-à-dire des discussions. Non. Ce n'est pas pour demain. Non, ça peut aller vite. Hein. Vous savez, le comité préparatoire, ça peut discuter pendant 2-3 jours maximum. Il n'y a pas encore de fonction, le comité préparatoire? Non, vous savez, le comité préparatoire devait se réunir cette semaine. Mais vous savez que le président français doit aller au Ghana. Oui. Et puis en plus, il y avait le sommet UA, Union européenne, donc qui fait que les Ghanéens qui devaient participer aussi aux travaux préparatoires ont dû repartir pour s'occuper de l'arrivée du président français. Donc, nous avons bon espoir que d'ici la semaine prochaine, les travaux du comité préparatoire vont commencer. Donc, vous parlez des Ghanéens.
finalement, qu'est-ce qui va assurer la médiation des pourparlers? C'est le Ghana ou c'est la Guinée, finalement? Non, attention. Plusieurs sources indiquent que c'est le Ghana. Non, jusqu'à nouvel ordre, c'est le Ghana. Jusqu'à nouvel ordre, c'est le Ghana, mais en réalité, l'initiative de Alpha Condé ne vient pas supplanter celle du Ghana. Elle se complète. Le président Alpha Condé, lui, était préoccupé par les mesures d'apaisement pour créer un cadre serein de discussion. Mais les discussions, la médiation, la tâche de médiation incombe au Ghana. Oui, enfin, c'est ce que nous avons compris. Jusqu'à nouvel ordre, c'est dans cette logique qu'on travaille. Alors, il y a des contacts qui se prennent. L'ancien ministre de l'Intérieur du Togo, François Akila Bokor, même dans un communiqué, a exprimé ou a dit aux Togolais qu'il a été consulté pour la résolution de la crise par le président ghanéen à Londres récemment. Nous avons appris que l'ancien ministre de Foreign Yassimbe, Pascal Bodonon, qui était dans son silence avec son Dieu, c'est ce qu'on nous a dit, aussi a été consulté plusieurs fois par le président ghanéen. Alors quand vous écoutez, vous entendez, vous voyez tout cela au niveau de la coalition, à quoi cela vous renvoie finalement? À rien du tout. Nous n'allons pas imposer aux autorités ghanéennes leur agenda des personnes qu'ils veulent consulter, qu'elles voudraient consulter et dont l'avis pourrait les aider à mieux comprendre la situation togolaise. Non, on n'a rien de particulier à dire là-dessus. Tout ce que nous savons, c'est que la crise actuelle oppose les populations au régime et que c'est la coalition des 14 partis qui porte les revendications légitimes du peuple aujourd'hui. Donc, François Akila Bokor, Pascal Bodonan, c'est aussi vos appuis aujourd'hui? Non, il n'y a pas... Non, nos appuis, c'est les 14 partis politiques. Point final. Maintenant, les autorités ghanéennes peuvent prendre sur elles de consulter d'autres personnes pour mieux comprendre la situation togolaise. Ça, on ne peut pas leur interdire. Bien au contraire. C'est tout. Mais nous disons que les discussions qui vont avoir lieu se feront entre la coalition des 14 partis politiques qui est dans la rue avec des revendications et le régime contre lequel nous nous battons. La rue, est-ce que vous allez maintenir la rue jusqu'aux discussions et même pendant les discussions où vous allez arrêter de manifester pour donner une chance aux discussions? Je mentionnais tout à l'heure cette sortie du ministre Sidibé Bahara qui disait qu'il ne va pas négocier sous pression. Non, mais c'est quoi la pression? La rue, c'est une pression. Vous avez dit au début que vous voulez mettre pression sur le gouvernement de Foreign Yassimbe. Bien sûr, nous l'avons dit, mais est-ce que c'est au ministre Sidibé Bahara de dire à l'opposition ce qu'elle doit faire en matière de mobilisation? Non, nous portons des revendications au nom des populations. Et ces populations, nous les appelons constamment à réaffirmer avec détermination leur adhésion à notre plateforme. Voilà, c'est tout. Donc, les manifestations, en tout cas pour nous, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question d'arrêter les manifestations tant que les revendications que nous portons ne seront pas satisfaites. Ça veut dire que même pendant les discussions politiques, vous continuerez à appeler les Togolais à être dans la rue? C'est évident. Pourquoi arrêterions-nous parce que nous sommes en discussion? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison pour que nous arrêtions les manifestations tout simplement parce qu'on est en train de discuter.
Si les discussions portent Mais leurs quand fruits... Vous tirez trop sur le fil, ça va se casser. Non, mais quel fil? Bah, je disais tout à l'heure que Quand c'est on celui qui convoque- porte la blessure Oui. qui sent la douleur. C'est les Togolais qui souffrent. C'est les Togolais qui sont confrontés aux méfaits de ce régime. Donc, ben, les Togolais, dans la rue, expriment Une partie des Togolais. ben, une large partie des Togolais. Une large majorité des Togolais. Bien entendu. Vous savez, Vous suivez au soir des manifestations le ministre de la Sécurité quand même, bien sûr. Yak Damran, qui donne les comptes des manifestants. Non, mais Hier, on c'est- disait que vous tournez autour de 3 000 ou 5 000 à Lomé. Ouais, vous savez, il paraît que ça, c'est les internautes qui le disent, hein, que le gouvernement a inventé un nouvel appareil pour mesurer le nombre de manifestants Ah oui. qu'ils appellent le yarkomètre. Je ne sais pas quelle est l'unité de compte de cet appareil, mais vous savez, quand monsieur le Yark, le ministre de la Sécurité, donne ces chiffres, je crois qu'au fond de lui-même, il devait rigoler. Parce pourquoi mais il devait rigoler parce qu'il sait très bien que les chiffres qu'il donne sont farfelus et ne correspondent nullement à la réalité. Alors, moi, ce que je leur propose, parce que nous pouvons faire comme dire, bon, voilà, il y a 1 million de personnes dans la rue. Il y a 1 500 000 personnes dans la rue. Au moment où eux, ils parlent de 15 000. Bon, mais tout ce que nous leur demandons, c'est qu'au moment où ils annoncent les chiffres de 3 000, ben, qu'ils autorisent la TVT à montrer les images qu'elle vient de prendre. Quoi, on interdit à la TVT de montrer les images maintenant? Ah ben, de toute façon, la TVT ne montre pas les images de nos manifestations. Donc, que le gouvernement autorise la TVT à montrer les images de nos manifestations. Et ensuite, les Togolais jugeront si c'est les images qu'ils voient, si c'est des images de 2000 personnes ou 3000 personnes, les Togolais jugeront. Mais si le ministre de la Sécurité parle de 5000 ou de 3000 personnes, en refusant à la TVT, qui est un organe d'État, de montrer les images, ça veut dire que les chiffres que le ministre annonce sont des chiffres faux, fantaisistes, qui ne correspondent à rien. Et lui-même doit le savoir. Oui, mais vous n'avez pas, vous aussi, vous ne nous avez rien dit. Comment est-ce que vous pouvez dire que ce qu'il donne est faux si nous n'avons pas d'autres chiffres pour pouvoir comparer? Vous savez, les médias internationaux le font. Les médias internationaux qui viennent couvrir nos manifestations... Eux, ils ont l'unité de mesure. Non. Ils sont habitués à ces genres de manifestations. Vous savez, il y a des méthodes pour calculer le nombre de manifestants. Et vous estimez que le ministre de la Sécurité, lui, il n'en a pas? Non. Le ministre de la Sécurité, il est dans son rôle. C'est de faire croire à la communauté internationale que là où l'opposition réunit 500 000 personnes, de dire qu'il n'y en a que 15 000. Là où l'opposition met dans la rue 700 000 personnes, de dire qu'il n'y en a que 10 000. Bon, il est dans son rôle. Lui, c'est un politique. Il est du parti au pouvoir. Donc, c'est normal qu'ils disent, excusez-moi le terme, mais qu'ils racontent ce qui arrange le parti au pouvoir. Donc, de faire croire à la communauté internationale qu'il n'y a pas beaucoup de manifestants qui répondent à l'appel de l'opposition. Heureusement qu'il y a des médias internationaux qui couvrent nos manifestations et qui, eux, ont le souci de dire la vérité. Donc, voilà. Jusqu'au dialogue, même pendant les discussions politiques, la coalition des 14 partis politiques appellera toujours les populations à descendre dans la rue. Mais il est normal, il est tout à fait normal que même pendant, et surtout pendant les discussions, les Togolais continuent d'exprimer leurs revendications légitimes. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Et en tout cas, jusqu'à ce qu'une autre décision soit prise, au niveau de la coalition, c'est celle-là que nous avons arrêtée. C'est-à-dire que maintenant, si M. Fogna Singbe nous dit, fait
s'adresse à la nation ce soir et dit bon, moi, je m'en vais, je quitte le pouvoir, j'ai compris, je vous ai compris, j'ai compris les demandes des populations. Bon, dans l'intérêt supérieur du Togo, je m'engage à quitter le pouvoir. Voilà. Alors justement, c'est là où on arrêterait tout de suite. Oui, ah d'accord, très bien. C'est là où je voudrais terminer. S'il accepte le retour à la Constitution de 92 et puis qu'il fait suivre ça de... Alors au début, on évoquait le cas de Gilles Chris Olympio qui conseillait Faure Gnassingbé à ne plus être candidat en 2020, donc à quitter le pouvoir en 2020, et a fait revenir la Constitution de 1992. La Constitution originelle. Au départ des manifestations, on nous parlait du retour à la Constitution, le vote de la diaspora. C'est les deux points fondamentaux. Après, on s'est rendu compte qu'à Décon, ces points ont été donc transformés et on demandait le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Même s'il y a une discussion, ce serait juste pour aller négocier les conditions du départ de Faure Gnassingbé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le départ immédiat encore ou, bon, en attendant, Faure peut gouverner en 2020 qui quitte le pouvoir? Vous savez, notre revendication principale, c'est la restauration des dispositions essentielles de la Constitution originelle de 1992. Ces dispositions essentielles qui ont été modifiées en 2002 et en 2005 par le régime RPT. Alors, si on était resté dans la logique de la version originelle de cette constitution, qui stipulait qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, Faure Gnassingbé n'aurait pas pu être candidat à... D'abord, son père n'aurait pas pu être candidat en 2003. C'est ça, en 2003. Et lui-même a supposé que, bon, qu'il soit arrivé au pouvoir par les voies, j'allais dire, démocratiques, n'aurait pas pu être candidat dernièrement en 2015. Bon. Nous disons que la restauration de la Constitution originelle de 1992 est d'application immédiate. Donc, lorsque ces dispositions seront rétablies, ça voudra dire que M. Faure Gnassingbé, qui a déjà fait plus de 2 mandats, devrait quitter le pouvoir. Mais nous ne sommes pas comme eux. Ça veut dire que vous êtes prêts à négocier. Nous ne sommes pas comme eux. Vous pouvez toujours négocier. Attendez, nous ne voulons humilier personne. Nous sommes soucieux de l'intérêt de ce pays. C'est pour cette raison que nous disons que le départ immédiat de Faure est une implication, est une conséquence du rétablissement de la Constitution de 92. C'est un fait. C'est un fait non négociable. Maintenant, ce que nous voulons négocier, ce sont les conditions et les modalités de ce départ. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez... Et nous n'avons pas enfermé... Vous pouvez dire, bon d'accord, très bien, par rapport à la situation, vous avez ramené la Constitution, mais vous pouvez rester encore au pouvoir, et en 2020, vous n'êtes plus candidat. Un petit peu comme Jésus l'a dit il y a 2 jours. Monsieur Eric Gatton, n'anticipez pas sur ce qui va se dire à cette discussion. Nous avons dans notre mémorandum, ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Nous l'avons écrit dans notre mémorandum. Si vous permettez, je vous le lis. Allez-y. Bon, mais excusez-moi, je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, si, je l'ai finalement. Si vous permettez, je vous le lis rapidement.
Voilà, je vous le lis rapidement. Nous disons ceci. Voilà pourquoi, dans notre entendement, le retour à la Constitution originelle de 1992 doit nécessairement s'accompagner de discussions sur les conditions du départ de l'actuel chef de l'État qui a déjà exercé plus de 2 mandats et de la mise sur pied de structures législatives, exécutives, de transition chargées de mettre en œuvre les autres points de la plateforme revendicative, notamment la révision du cadre électoral, y compris l'instauration du droit de vote des Togolais et de l'étranger, le déverrouillage des institutions de la République et l'organisation des élections législatives, locales et présidentielles totalement libres, transparentes et démocratiques. Voilà notre position. Cette position, elle est logique. C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, le rétablissement de la Constitution de 1992 a pour conséquence le départ immédiat de M. Faure du pouvoir. Et ce départ n'est pas une question juridique, n'est pas une question, j'allais dire, électorale. Elle est politique? Elle est politique. Elle est politique parce que, comme je disais, ça correspond à une volonté populaire. On ne peut pas accepter dans une république cette anomalie qui se produit au Togo et qui fait du Togo, c'est pas un État moyenâgeux dans la région. Donc, il faut... que vous n'oubliez pas que Faure Gnassingbé aussi a une base électorale. Non mais, et alors, quand le président Rawlings a quitté le pouvoir après 2 mandats, il n'avait pas de base électorale. Quand Kérékou, justement, a quitté le pouvoir après 2 mandats, il n'avait pas de base électorale. Tout dernièrement, Yahi Boni, il a quitté le pouvoir après 2 mandats. Vous croyez qu'il n'avait pas de base électorale? Obasanjo, etc. Je peux en citer plein. Ils n'avaient pas de base électorale. Ils en ont. Mais ce sont des gens qui sont respectueux de leur peuple, qui sont respectueux des institutions, qui sont respectueux de leur constitution. Voilà, c'est la différence. On comprend que vous allez aux discussions, vous allez négocier une transition politique. Pour ne pas humilier Faure Gnassingbé, vous ne demanderez pas que les conséquences qui seront issues du retour à la Constitution de 92, qui donc vont demander qu'il quitte immédiatement le pouvoir, s'appliquent à lui, mais qui reste au pouvoir jusqu'en 2020. Je ne vous ai jamais dit ça. Une transition sera mise en place par rapport à cela. Je ne vous ai jamais dit ça. Écoutez, on vous a entendu. Non. Nous, attention. Nous, je répète que le retour à la Constitution de 92 a comme conséquence le départ du pouvoir de M. Faure Gnassingbé immédiatement. Vous ne voulez pas l'humilier. Mais nous disons, et ça, c'est écrit noir sur blanc dans notre mémorandum, que nous sommes disposés et nous disons même qu'il est nécessaire qu'il y ait des discussions sur la manière de gérer ces conséquences, en particulier cette conséquence, celle qui touche au mandat actuel de M. Faure Gnassingbé. Voilà. Donc, mais ce sont là, si je répondais à oui ou non à votre question, ça veut dire que les discussions ont déjà eu lieu. Donc, c'est lors des négociations que chacun fera valoir ses arguments et j'espère que dans l'intérêt du Togo... Est-ce que vous serez prêt à lâcher certains points dans la discussion? Non. Mais vous allez à une discussion. Vous savez ce que c'est qu'une discussion? Bien sûr. Et pourquoi voulez-vous que je vous dise tout de suite qu'on est prêt à lâcher quelque chose? On n'y est pas encore aux discussions. Attendez qu'on y soit. Mais vous y serez? Bien sûr, on y sera. Et quand on y sera, on verra. C'est déjà une bonne chose que chaque camp accepte de négocier. C'est déjà une bonne chose. Parce que rappelez-vous, il y a encore quelques 3 mois ou 4 mois, le régime RPT disait « Ah non, nous, on ne veut plus de négociations, on ne veut plus de dialogue, on ne veut plus ceci. » Parce qu'ils considèrent que ce pays est leur propriété et que ce qu'ils décident, c'est ce qui doit se faire.
le Faure Gnassingbé subitement découvre qu'il y a un peuple dans ce pays. Et maintenant, on le voit un peu partout. Oui, mais vous savez que c'est un homme de paix. Vous avez travaillé avec lui. Il ne veut pas que le pays s'embrase. Donc, il ne veut pas que le pays s'embrase. Donc, résultat, il faut qu'il continue de gérer ce pays comme sa propriété personnelle. Jusqu'à quel degré accepterez-vous lâcher prise? De lâcher prise. Oui, jusqu'à quel degré? Dès que nos revendications seront satisfaites, il n'y aura plus de raison que nous continuions à manifester dans la rue. Parce que lorsque ces revendications seront remplies, seront respectées, il s'agira... Vous savez, moi, je dis toujours aux gens que le départ de Faure du pouvoir n'est pas notre objectif. Ce n'est qu'un objectif, en tout cas, n'est pas notre objectif principal. Ce n'est qu'un objectif intermédiaire. L'objectif principal, c'est de construire dans ce pays la démocratie après plus de 50 ans de dictature. Et ce sera avec tout le monde. Évidemment. C'est pour ça que nous voulons négocier. Nous voulons négocier parce que, vous savez, contrairement à ce qui s'est passé au moment de l'indépendance, où nous avons arraché le Togo, enfin nous, je dis nous, nos parents, nos grands-parents et nos grands frères, nous on n'y a pas assisté. Donc, où nous avons arraché le Togo des mains du colonisateur, une fois qu'on a arraché le Togo des mains du colonisateur, le colonisateur, il est parti. En tout cas, d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, nous voulons arracher le Togo des griffes d'une oligarchie, d'une famille, d'un clan. Mais, quoi qu'on fasse, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne quitteront pas le Togo. Ils resteront au Togo, ils resteront togolais, ils continueront même à participer à la reconstruction de ce pays. C'est ça la différence. Et c'est pour cette raison que nous demandons que les choses se passent en douceur et par des négociations politiques. Parce que ces gens seront toujours là. Et on est obligé d'en tenir compte et on est obligé d'envisager que demain, nous continuerons à travailler tous ensemble pour le bien de ce pays, pour reconstruire ce pays qu'ils ont détruit. Et ils ne quitteront pas le Togo. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des discussions politiques. Voilà, on ne chassera personne. Ceux qui n'ont jamais connu l'exil peuvent l'imaginer. Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que vous avez déjà gagné la bataille. Non. Et que vous faites des plans déjà, à gouverner avec eux. Non. Attention. Quand je dis à gouverner, non, je ne dis pas à gouverner avec eux. Je dis, nous devons continuer à construire. En même temps, c'est pas mauvais de gouverner avec eux, quand même. Non, attendez. Demain, aujourd'hui, quand nous sommes dans l'opposition, il y a des gens qui sont au pouvoir. Mais nous contribuons ensemble à construire ce pays. Nous, aujourd'hui, nous disons que ce que fait ce régime n'est pas bien pour le pays, ne va pas dans l'intérêt du pays. Que demain, si les Togolais nous font confiance, nous ferons mieux. Bon. Et eux, ils seront dans l'opposition, comme nous le sommes aujourd'hui. Rien ne nous dit que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils ne reviendraient pas au pouvoir. C'est ça, le fonctionnement démocratique normal d'un pays. Donc, quand je dis on va continuer à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour construire ce pays, ça ne veut pas dire forcément qu'on deviendra, j'allais dire, des amis politiques, qu'on deviendra... Non, absolument pas. Mais, il se pourrait peut-être que, dans un premier temps, qu'on soit obligé de mettre, j'allais dire, de mettre en œuvre au moins l'accord, de mettre en œuvre ensemble l'accord qu'on aura convenu. Rappelez-vous, quand en 2006, on avait signé l'accord politique global, il était prévu qu'un gouvernement d'union soit mis en place
pour que le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir et l'opposition gèrent ensemble cette période-là pour préparer les élections. Bon, il se pourrait qu'on se retrouve dans la même configuration. Non, mais il se pourrait, je ne dis pas que... Oui. Il se pourrait qu'on se retrouve dans la même configuration. Ça n'a rien d'anormal. Moi, ça ne me choque pas. Par contre, après les élections, personne ne peut... prendra sa liberté. Évidemment. C'est même souhaitable pour une vie démocratique normale. Dans le pays, c'est la vie démocratique qui fait avancer le pays, qui fait progresser le pays. Merci beaucoup, Antoine. Il faut peut-être un message pour vos partisans, ceux qui sont encore dans la rue ou ceux qui sont toujours... qui gouvernent le pays, je veux dire. Non, il y a des Togolais qui hésitent encore à nous rejoindre dans la rue. Mais moi, je leur dis ceci, c'est que nous devons prendre en main le destin de notre pays. Aujourd'hui, on parle d'indépendance, on parle de ça, mais personne n'est venu de nulle part pour nous aider à obtenir l'indépendance. C'est nous, les Togolais. Quand je dis nous, nos parents, nos grands-parents qui se sont soulevés. Aujourd'hui, nous voulons un pays démocratique, un pays prospère, où on crée des richesses pour créer des emplois pour les jeunes, etc. Mais ça, c'est nous qui devons nous battre pour cela. C'est la lutte qui change le destin d'un pays. L'exemple le plus récent, c'est ce qui s'est passé au Burkina. Mais avant le Burkina, il y en a eu d'autres. Mais il y a eu l'Afrique du Sud. Si les Sud-Africains ne s'étaient pas battus contre l'apartheid, l'Afrique du Sud ne serait pas la nation arc-en-ciel qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous devons prendre en main notre destin. C'est pour cela que moi, j'appelle les Togolaises et les Togolais à nous rejoindre massivement dans la rue. Nous y sommes encore aujourd'hui. Nous y serons encore samedi. La semaine prochaine, nous allons continuer. Donc, qu'ils nous rejoignent. Maintenant, à nos adversaires politiques, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Donc, je leur dis de prendre conscience de la situation du pays et d'écouter les cris du cœur des Togolais et de répondre à nos exigences, de répondre à nos revendications pour que nous puissions remettre ce pays sur la voie du développement. Très bien. Merci beaucoup Antoine Folly d'être venu nous voir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'UDS Togo, qui est membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux auditeurs. Merci à Jack Prosper qui a réalisé cette émission. Appelez-moi Eric Gator. Demain, on sera ensemble pour la messe de vendredi avec les confrères. Nous reviendrons sur les grands sujets qui ont marqué l'actualité politique chez nous cette semaine. À bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.